Alors pour le moment, la tension sur les taux d'intérêt de la dette souveraine française, la tension est à peine perceptible, quelques points de base de plus, mais rien d'alarmant. Mais cela pourrait-il changer dans les jours, les semaines et les mois à venir? Bonjour Marc. Bonjour Marc. Aïe. Bonjour Ah David, ouais, c'est mieux que vous le son. m'entendez? Oui, journaliste à l'opinion, merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Il y a ce que nous dit Moody's ce matin, ça commence, mais on s'en doutait. Moody's nous dit que cette dissolution elle accroît le risque sur la dette française. On se dit quoi? On se dit que si le RN remporte les élections législatives, alors majorité, on en a parlé juste avec Jean-Marc Vittori, majorité relative ou absolue, la problématique en tout cas autour de nos finances publiques devrait revenir encore plus sur le devant de la scène et peut-être prendre un nouveau tournant. Oui, enfin, quelle que soit la majorité qui est élue, on est face à un mur budgétaire assez important en 2025. Je crois que tous les partis sont confrontés à cette question, c'est est-ce qu'on laisse encore dériver la dette? Et en l'absence d'un effort budgétaire important l'année prochaine, on laissera augmenter la dette. Et ce que je constate, moi, c'est qu'il y a des économistes comme le président de l'Observatoire français des conjonctures économiques, Xavier Rago, qui dit qu'il n'est pas soupçonnable d'être très favorable à un ajustement des finances publiques et a longtemps dit qu'on pouvait s'endetter de façon supplémentaire parce que les taux étaient bas, etc., qui dit maintenant on est dans un moment churchillien pour les finances publiques. Et donc, de ce point de vue-là, cette dissolution tombe au plus mal. Donc, chaque parti va être confronté à ce choix de se dire soit on laisse filer la dette, mais au risque de faire augmenter les taux d'intérêt payés la charge d'intérêt payée par l'État et par l'ensemble des administrations publiques, et à ce moment-là, contraindre dans les années qui viennent le financement des politiques publiques, soit essayer de faire quelque chose pour contenir cette augmentation de la charge de la charge d'intérêt et donc euh, renier certaines promesses, puisque beaucoup de partis ont des promesses qui coûtent extrêmement cher, qui ont d'ailleurs séduit les Français, hein, que ce soit la gauche avec la NUPES ou le Rassemblement national. Il y a des promesses qui évidemment séduisent les gens quand on leur dit on va vous baisser votre facture d'électricité. Évidemment que les gens ont envie que leur facture baisse, mais le problème c'est ce que je décrivais, c'est qu'on a un gros mur de finances publiques qui arrive. Et là, à force d'avoir crié à la faillite, au risque de faillite pendant des années, alors que c'était pas du tout le problème, c'est vrai que là, les gens peut-être ne réalisent pas à quel point la situation devient compliquée du point de vue des finances publiques. Pour l'instant, cela n'a pas vraiment d'impact sur, encore une fois, le coût de financement de la dette française. On a une petite pression, mais 5 ou 7 points de base. Voilà, l'écartement du spread entre, effectivement, au-delà de 50 points de base entre la France et l'Allemagne. Mais bon, il n'y a rien non plus d'alarmant. Les marchés financiers n'ont pas encore bien appréhender cette nouvelle situation politique peut-être qui serait bloquée de manière institutionnelle en cas de majorité relative. Ce que nous dit Moody's ce matin, c'est que voilà, c'est que le risque s'accroît sur la dette française et on sait que la stabilité politique est quelque chose d'important dans la note de crédit réalisée par les agences de notation. Et ça, bon, je crois que personne ne croyait que les marchés financiers allaient s'affoler du jour au lendemain. Il y a encore une possibilité. Emmanuel Macron entretient l'espoir qu'il y a encore une majorité pour lui. Et donc, il va continuer la même politique qui était plutôt bien vue des investisseurs étrangers. En fait, on verra après le premier tour et après le second tour, comment les marchés vont réagir, mais peut-être qu'il n'y aura pas d'explosion du taux d'intérêt. La question, c'est pas tant le risque de marché d'explosion des taux d'intérêt qu'il faut craindre, c'est juste l'envolée progressive de la dette continue, alors on a déjà bondi depuis l'avant Covid, on était à peu près à 98% du PIB, maintenant on est à 112%, et on voit que dans les périodes où ça va mieux, la France n'est jamais capable de réduire son déficit, n'est jamais capable de faire baisser sa dette. Et là, on est à un niveau où, pour le financement des politiques françaises, la charge d'intérêt va devenir un énorme poids, va devenir plus importante que le budget de l'éducation nationale. Donc, en fait, c'est ça qui va poser problème. Et par ailleurs, si on se retrouve avec une majorité, effectivement, d'un parti qui dit, bon, moi, le redressement des finances publiques, ça ne m'intéresse pas, bah là, pour le coup, il pourrait y avoir une dérive très, très rapide de la dette française, un creusement du déficit qui fasse que la dette française augmenterait beaucoup, beaucoup plus vite. Parce qu'il faut voir que dans les conditions actuelles de marché,
pour stabiliser à peu près la dette, il faut réduire assez fortement le déficit, hein. Il faut réduire le déficit hors charge d'intérêt quasiment dans les prochaines années à zéro. Or, on en est très très loin. On est autour aujourd'hui de 3% de déficit hors charge d'intérêt. Ça veut dire qu'en quelques années, il faut réduire le déficit de 3 points. Et si on ne le fait pas, la dette va mécaniquement s'envoler, quel que soit par ailleurs le niveau d'augmentation des taux d'intérêt. Ouais, Donc, il ne faut sans, pas se ou- faire peur en ouais. regardant les marchés. Mais par contre, ça n'enlève pas le problème de finances publiques. Ouais, sans oublier encore une fois les nouvelles règles européennes qui arrivent, qui vont contraindre dès l'année prochaine la France à réduire son déficit public à hauteur de 0,5% du PIB chaque année, c'est 20 milliards d'euros. Est-ce que c'est compatible? Oui, mais ça, je crois, David, si Ouais. je peux me permettre, je crois que, en fait, c'est pas le problème, hein. Les règles européennes, elles n'ont jamais été respectées par la France et il est douteux qu'elles soient mieux respectées à l'avenir. Et c'est pas parce que l'Europe nous impose de réduire notre déficit qu'on le fait ou qu'on voudrait le faire ou qu'il faudrait le faire. C'est uniquement parce que là, on est dans une situation où si la dette dérive, on risque de perdre toute crédibilité vis-à-vis des investisseurs Mm. étrangers. Et à long terme, on pourrait avoir une explosion des taux d'intérêt, mais même sans cette explosion des taux d'intérêt, la dette devient tellement importante et les taux actuels sont à un tel niveau que le budget de l'éducation nationale pourrait partir en intérêt de la dette. Donc ça veut dire que les Français qui veulent plus d'argent pour l'hôpital, qui veulent plus d'argent pour leur santé, qui veulent plus d'argent pour les retraites, qui ont l'espoir qu'on remette l'âge de départ à la retraite à 62 ans ou à 60 ans pour ceux qui ont travaillé et tout ça ne sera absolument plus finançable puisqu'on mettra de l'ordre de 80 milliards d'euros par an dans le remboursement des intérêts de la dette. Donc ce Mm. n'est pas pour l'Europe qu'on fait ça, c'est juste pour avoir des marges de manœuvre financières pour financer les Oui, politiques qu'on a à et financer. puis pour rassurer aussi les prêteurs, pardon, la France emprunte énormément, des plus gros emprunteurs de Oui, la zone euro, il faut bien bien les sûr. rassurer. Et les investisseurs étrangers, je ne sais pas comment est-ce qu'ils voient la situation, mais il y a beaucoup de promesses économiques dans le programme du RN. 10 milliards d'euros de baisse de fiscalité sur les carburants, il y a plein de gens qui vont s'en satisfaire. Évidemment, évidemment, retour de la retraite à 60 ans, évidemment, mais tout ça a un coût. Est-ce que c'est compatible avec une baisse des déficits? C'est ça qui est, non, c'est exactement ce que je décris, c'est que dans le programme du RN, il y a des recettes qui sont extrêmement incertaines, la lutte contre la fraude sociale est totalement surestimée, alors qu'il y a des dépenses pour le coup, elles, certaines. Moi, ce que je pointe, c'est que soit les électeurs vont être extrêmement déçus du programme du RN parce que ça fait des années qu'ils disent on ne croit plus les politiques qui sont au pouvoir, donc on va essayer le Rassemblement national qui va enfin faire ce qu'on a envie qu'il fasse. Le problème, c'est que soit ils renient leurs promesses, et donc il risque d'y avoir une nouvelle déception et une nouvelle vague de colère encore plus forte, soit au contraire, ils appliquent leur programme, et alors là, ça sera un trou incroyable dans les finances publiques, et au lieu de faire l'ajustement qui est nécessaire pour à peu près contenir les intérêts de la dette et empêcher la dette publique de continuer à progresser de façon très inquiétante, bah, au contraire, ils vont creuser le déficit et la faire s'envoler encore plus Et vite. donc c'est là où Et on donc, risque potentiellement une crise là, sur nos finances c'est publiques ça. et un impact sur les Et marchés, et sur la voilà. dette Et alors, et sur le taux d'intérêt de exactement. financement de la dette française. Exactement. Et on dit souvent que la Banque centrale européenne, il n'y a pas de problème parce que la Banque centrale européenne viendra au secours d'un pays comme la France qui est trop grosse pour faire faillite. Donc c'est là qu'on note que l'euro est quand même un parapluie pour la France. Le RN a quand même des politiques qui sont complètement incompatibles avec tout le cœur des règles de l'Union européenne. Donc ils disent maintenant officiellement on ne veut plus en sortir et on veut garder l'euro. Sauf que et toutes leurs propositions sont en contradiction avec tout ce que veut faire la zone euro et tout ce que veut faire l'Union européenne. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que la Banque centrale européenne, par exemple, viendra au secours de la France? Si c'est parce qu'elle mène des politiques ouvertement irresponsables au niveau budgétaire, non, il n'y aura pas de programme de prêteurs en dernier ressort illimité pour la France. Et donc, effectivement, si le RN applique son programme dans la pureté de ce qu'ils ont dit en 2022, on risque de se retrouver dans une situation à la grecque. Alors évidemment, ça ne sera pas ça, ça sera probablement un mélange. Les premières années, ils risquent de dire de toute façon, on n'a pas le contrôle de l'Élysée, donc donnez-nous les clés de l'Élysée et on le fera. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le déficit
à moins qu'ils renient toutes leurs promesses, va se creuser et donc la dette va continuer à augmenter. La charge d'intérêt, même sans explosion des taux, va donc continuer à augmenter et donc on va se retrouver dans une situation où il y aura probablement plus que 80 milliards de charges d'intérêt dans les prochaines années à régler chaque année, ce qui va contraindre considérablement, quelle que soit la volonté politique du parti au pouvoir, restreindre considérablement la possibilité Mm. de financer les politiques qu'on aura promis. Mm. Et Après, Marine Le Pen, pardon, ben, elle dit s'inquiéter de la dérive de nos comptes publics. Mais en même temps, on peut pas oui, dire, enfin, on peut pas s'inquiéter d'un côté, et en même temps avoir trop. On va attendre de voir les mesures Marine Le économiques. Pen, elle dit, on va être clair, Marine Le Pen dit tout et son contraire. C'est-à-dire que d'un côté, elle fait une tribune dans les Échos surréaliste pour nous expliquer qu'elle veut équilibrer dans les prochaines années les comptes sociaux. Et de l'autre côté, elle nous dit qu'elle veut revenir à la retraite à 60 ans, alors que même avec la réforme du gouvernement de la retraite à 64 ans, avec des hypothèses économiques réalistes, on est déjà sur un déficit des retraites en 2030 qui est assez important. Donc si vous voulez, on peut toujours raconter n'importe quoi. Là, pour le coup, c'est totalement irréaliste. Donc, le plus probable, et d'ailleurs, elle l'a déjà suggéré, c'est qu'elle revienne à moitié sur sa promesse de revenir à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont travaillé tôt, parce que même, d'abord, il ne s'agit pas de revenir à la retraite à 60 ans pour tout le monde, mais uniquement pour les personnes qui ont travaillé tôt. Et même ça, elle se rend compte, et comme elle veut se normaliser, que ça coûte extrêmement cher, et donc elle ne fera probablement pas. C'est là où je dis que politiquement, il y a une alternative, c'est soit elle respecte ses promesses et on va dans le mur, soit elle les reniera une par une, et alors on se dirige vers une nouvelle déception de gens qui ont voté quand même à 33% pour le RN pendant ces élections européennes. Donc il y a quand même un espoir, on voit qu'on se dit enfin, elle va réaliser ce qu'elle nous a toujours promis. En tout cas, sur le plan économique, ça paraît extrêmement aventureux dans la situation budgétaire dans laquelle on est. Et le problème du RN, c'est qu'il n'a aucun discours sur cette situation qui est purement factuelle et qui n'est pas, il n'y a pas de moyen de la contourner en fait. Alors il peut faire Après, pendant deux pardon, trois juste années. Marc, il y a des gains attendus, vous les avez évoqués à demi-mot, par le RN sur la baisse de l'immigration, la lutte contre la fraude fiscale, sociale. On nous parle de 30 milliards entre les deux, ça fait beaucoup d'argent, mais c'est surévalué. C'est totalement surévalué et puis surtout, ça prend énormément de temps. Si vous voulez lutter contre la fraude sociale, vous allez d'abord recruter des fonctionnaires à Bercy, vous allez mettre faire voter plein de lois, à supposer qu'elles soient votées, est-ce qu'il y aura une majorité absolue pour les faire voter? En gros, les promesses, la baisse de la TVA à 5,5%, par exemple, ça peut être mis en place du jour au lendemain, il suffit de voter un budget et de l'écrire dans un budget, récupérer de l'argent sur la fraude sociale. Si au bout de 5 ans, on se retrouve avec 5 milliards de plus dans les caisses, ça sera déjà extrêmement bien. Donc en fait, il y a de toute façon un gros problème de finances publiques avec le programme du RN. C'est pareil pour l'immigration. Vous pouvez essayer de fermer le robinet, à supposer que leur politique devienne efficace au bout de quelques années. Vous aurez peut-être un peu moins de dépenses favorables à l'immigration, mais le temps de les mettre en place, ça sera extrêmement long. Et puis, vous avez bien vu qu'il y a la barrière du Conseil constitutionnel. Donc en fait, toutes les dépenses, elles sont certaines s'il veut tenir ses promesses du jour au lendemain, alors que toutes les recettes, elles sont extrêmement incertaines et conditionnées à des révisions extrêmement compliquées, éventuellement de la Constitution ou de contournement du Conseil constitutionnel. Donc il y a un énorme problème budgétaire si le RN arrive au pouvoir. Et ce problème budgétaire, on finit là-dessus, Marc. Il y avait Alain qui était là hier, qui nous disait que les marchés financiers joueraient le rôle d'une sorte de corps de rappel pour pas que budgétairement le RN fasse n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on a tous en mémoire, on l'avait commenté ici, ce budget très hétérodoxe, pour le dire gentiment, de Liz Truss, qui était Premier ministre au Royaume-Uni, qui avait déclenché une crise sur les taux d'intérêt. Elle avait dû démissionner dans la foulée. Est-ce qu'un même scénario, on peut l'imaginer aussi en France? Alors, pas sûr, il y en a qui alertent là-dessus parce que tout ce que je vous ai raconté avant est une réalité. Le truc, c'est que nous sommes dans la zone euro et encore une fois, il y a une espèce de parapluie qui fait qu'on n'est pas exactement dans la même situation que l'Angleterre. Et puis, Liz Truss, pour le coup, elle avait des promesses totalement irréalistes qu'elle a voulu appliquer jusqu'au bout, des baisses d'impôts non financées pour les très riches, pour les riches, etc. Donc, c'était un cas un peu particulier. Après, tout dépend de à quel point le RN veut vraiment appliquer son programme, ne pas trouver des excuses pour l'appliquer à moitié, etc. Et à quel point le déficit budgétaire va être creusé. La seule chose, c'est que euh, plus il va avancer dans les années au pouvoir et plus il devra mettre en place ses promesses et plus le déficit budgétaire risque de se creuser et plus
les filets de sécurité de la zone euro ne risquent de ne pas marcher parce qu'encore une fois, ces filets de sécurité existent. Il y a une augmentation inopinée des taux qui sont liés à des événements indépendants de la volonté des États. Si un État de la zone euro se met à faire une politique en contradiction avec les politiques économiques euh, sur lesquelles les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord et en contradiction avec la stratégie commune, et ben là, les institutions n'interviennent pas. Et donc, il pourrait se passer ce genre de scénario, mais je crois qu'il ne faut pas le dépeindre pour du jour au lendemain, hein. Quand Alain Minc fait sa prédiction, on pourrait lui répondre que je crois qu'il avait prédit que quand Hollande arriverait au pouvoir, il aurait aussi une corde de rappel des marchés, etc. Alors que François Hollande, finalement, a fait par des hausses d'impôts, on peut être pour ou pas être contre, mais il a fait un ajustement budgétaire comme jamais auparavant. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas eu d'augmentation des taux sous François Hollande. Au contraire, les taux ont baissé de façon continue parce qu'il y avait un risque de déflation larvée en zone euro, etc. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que même sans agiter le spectre d'une explosion des taux d'intérêt, parce qu'il y aurait une défiance des marchés vis-à-vis de la politique de Marine Le Pen, on est quand même face à une impasse uniquement pour des raisons françaises, parce que le coût de la charge de la dette sans explosion supplémentaire des taux d'intérêt va nous coûter de plus en plus cher. Et donc, c'est une contrainte interne. Et puis, par ailleurs, j'entends souvent ah, les marchés financiers n'aimeraient pas la politique de Marine Le Pen, etc. Je crois que les marchés financiers, ils ont pas trop d'avis politique, en fait. Ce qu'ils voient, c'est si on coupe toutes les recettes, si on coupe beaucoup de recettes à l'État et que si on coupe beaucoup de recettes à l'État et que les dépenses augmentent, et ben le déficit se creuse et donc ils constatent qu'il y a un problème. Mais ils ne sont pas hostiles parce que ils ne sont pas hostiles par principe à une politique de Marine Le Pen. Il faut voir ce qu'elle fait vraiment au pouvoir. Euh, mais je ne crois pas que le risque, c'est que les gens croient qu'il y aurait un complot de je ne sais pas qui, des marchés financiers, d'ailleurs on ne sait pas exactement qui c'est, des investisseurs internationaux, d'entreprises comme BlackRock, qui serait un complot pour empêcher Marine Le Pen de mener sa politique. C'est pas du tout ça, l'histoire. L'histoire, c'est que Marine Le Pen a fait un programme pour faire plaisir aux Français d'opposition et que le jour où elle sera au pouvoir, il va falloir qu'elle compose avec ce programme. Et encore une fois, l'alternative, c'est je l'applique, je ne fais pas de déception chez les gens, mais là, j'ai un énorme problème budgétaire ou je commence à renier mes promesses. Et là, on va s'apercevoir que la baguette magique du RN dans beaucoup de domaines est quand même très, très émoussée. Ça s'appelle l'exercice du pouvoir. Merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc, bonne journée. Merci, David.